Bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Arthur, société Roboseed, et j'ai créé un projet il y a quelques années qui s'appelle Smoothie. C'est une carte de contrôle pour... Oh là là. On va pas s'en sortir. Ok. C'est une carte de contrôle pour machine de fabrication numérique. Déjà, juste pour me faire une idée un peu du public, est-ce qu'il y a des gens ici qui voient ce que c'est ou qui sont déjà servis de machine de fabrication numérique? Quel genre de machine? Oh, d'accord. Ça fait un dans le public, donc je vais aller tout doucement. Ouais, deux. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que la fabrication numérique? C'est grosso modo partir d'un fichier informatique et dire à une machine, un fichier informatique qui décrit un objet, et dire à une machine, donc il y a plein de machines différentes, dire à la machine fabrique cet objet, et ensuite la machine fabrique l'objet tout seul. Donc, ma carte, c'est le cerveau, la carte de contrôle, l'électronique qui va dans cette machine-là et qui contrôle la machine. Quand on veut créer un objet en fabrication numérique, on commence par le modéliser, dire là il y a un rond, là il y a un trait, là c'est un volume, etc. Ensuite, on passe par le CAM, je ne sais même pas comment on dit en français, mais c'est grosso modo partir de ce fichier et créer des chemins, donc dire à la machine va à gauche, va à droite, monte, descend, pour enlever de la matière ou jeter de la matière. Ensuite, il y a un ordinateur qui parle à la carte contrôleur. La carte contrôleur contrôle des moteurs, et les moteurs font bouger un outil. Et là, on voit, par exemple, ça c'est sur une fraiseuse, ça enlève du métal jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on finisse par avoir un objet fini. Voilà, un objet fini. Notre carte à nous a une particularité que, à ce que je sache, c'est la seule qui le fasse. Elle contrôle plusieurs types de machines. Typiquement, les cartes de contrôle contrôlent un type de machine. Elle contrôle soit une fraiseuse, soit une découpeuse laser. Notre carte a été conçue dès le début pour contrôler tous les types de machines. Ça a plusieurs avantages dont je parlerai un peu après, mais l'avantage principal, comme c'est un projet open source, qu'on va parler aussi après, c'est qu'il y a plus de gens de plein de milieux différents, de plein d'utilisations différentes qui viennent contribuer à un seul projet en fait. Et ça fait un projet plus actif au final, quoi. Donc des fraiseuses, des découpeuses laser, des découpeuses plasma, des découpeuses jet d'eau, des imprimantes 3D, des machines dans le médical, aussi des découpeuses vinyles. D'où ça vient ce projet-là à l'origine? Moi, j'ai pas inventé tout ça, je suis venu me brancher dans un tout petit truc plus tard. Mais à l'origine de tout ça, vraiment la base de la base, c'est le projet RepRap. En 2006 ou peut-être en 2005, il y a un brevet sur l'impression 3D qui est tombé, donc c'était un vieux brevet, et ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait aucune innovation, pas beaucoup d'innovation dans ce milieu, parce qu'il y avait une boîte qui avait ce brevet-là et personne ne pouvait rien faire dans ce domaine-là parce qu'ils avaient un brevet, c'est le principe des brevets. Donc si vous voulez un bel exemple de brevets qui foutent en l'air l'innovation, ça c'est assez joli. Et donc un jour, il y a ce brevet-là qui est tombé, et il y a plusieurs personnes qui se sont mises à fabriquer des imprimantes 3D dans leur garage, etc. Mais un projet en particulier qui était particulièrement intéressant, c'était le projet RepRap. Le principe du projet RepRap, c'est tout simple. C'est une machine, une imprimante 3D. Donc une imprimante 3D, ça dépose du plastique couche après couche jusqu'à arriver à un objet. C'est une imprimante 3D qui est capable d'imprimer ses propres pièces. Donc vous pouvez prendre une imprimante 3D RepRap, vous avez la liste des fichiers à fabriquer, et vous imprimez tous les fichiers, et une fois que vous avez tous les fichiers, vous pouvez fabriquer une deuxième imprimante, et cette imprimante-là peut fabriquer une troisième imprimante, etc. etc. Le projet RepRap a décidé d'être open source. Donc tous les fichiers étaient donnés sous licence libre, on va expliquer un peu plus tard, en même temps c'est déjà expliqué, mais étaient sous licence libre, ce qui veut dire que les gens n'avaient pas à demander l'autorisation pour fabriquer une nouvelle machine, ils pouvaient juste prendre les fichiers et fabriquer une nouvelle machine. Les toutes premières RepRap ont été fabriquées sur des machines industrielles, la toute première qu'on voit à gauche a été fabriquée sur une machine industrielle, parce qu'il n'y avait pas encore de machine libre avec laquelle fabriquer, mais à partir de ça, il y a eu toute une explosion comme ça, de génération après génération de machines, et d'évolution des machines aussi. Les machines comme on voit là, il y en a eu quelques-unes, mais elles n'étaient pas terribles, mais génération après génération, elles se sont améliorées, elles sont devenues de mieux en mieux. Ouais. Tu parles de notion de machine libre? Ouais, c'est ça. Et donc en fait, le contrôleur, il fonctionne qu'avec les machines libres? Non, il pourrait fonctionner sur des machines pas libres, mais il est principalement utilisé dans les machines libres. C'est un contrôleur c'est vraiment le cerveau de la machine, et tu peux t'en servir dans tout plein de machines différentes. Là, je parle de en fait,
pour faire fonctionner ces machines-là, à l'origine, ils ont pris tout plein de composants électroniques, des Arduino, des drivers de moteur papa, ils ont fait un gros spaghetti comme ça d'électronique pour réussir à faire fonctionner la machine. Et c'est l'ancêtre, grosso modo, de ce que je fais, quoi. Et un truc qui est né aussi du projet RepRap, c'est qu'un petit peu plus tard, ça s'est mis à se faire dans d'autres domaines. Donc les gens, à la base, le projet RepRap, c'est les imprimantes 3D, mais après, il y a des gens qui se sont mis à faire un peu la même chose avec les fraiseuses, avec les découpeuses laser, etc. Donc, en 2011, moi, je connaissais un peu le projet RepRap, mais j'en avais pas fabriqué une. Et j'avais envie d'avoir une découpeuse laser. J'ai complètement oublié d'où ça m'est venu de vouloir avoir ça, mais je me suis acheté une petite découpeuse laser chinoise toute nulle. C'est des petites découpeuses laser, à l'époque même ça coûtait encore rien, ça coûtait genre 700 €, ce qui pour une découpeuse laser, ça vit 6 mois, ça meurt au bout de 6 mois, les composants sont usés, etc. Mais c'est bien pour apprendre. Le truc, c'est que il y avait une carte à l'intérieur, une carte chinoise, qui était archi nulle. La plupart des gens de nos jours reçoivent la machine, prennent la carte chinoise et la mettent à la poubelle. Qui venait avec un logiciel fermé chinois, tout écrit en chinois, où il faut mettre une clé USB avec une clé de licence dedans, etc. Enfin, horriblement fermé. Et je me suis dit, il y a des électroniques libres RepRap qui existent, qui fonctionnent. Si je prenais cette électronique RepRap là et que je la faisais fonctionner pour une découpeuse laser, j'ai voulu faire ça. Et le problème, c'est que quand j'ai voulu faire ça, en fait, ces électroniques-là étaient assez puissantes pour contrôler des imprimantes 3D, mais il se trouve que pour les lasers, c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de puissance de calcul, et les cartes de contrôle qu'on utilisait à l'époque n'étaient pas assez puissantes pour le faire. Et donc j'ai contacté les gens qui faisaient les électroniques RepRap, et je leur ai dit, écoutez, moi j'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que c'est votre idée de comment je pourrais faire en sorte que ça fonctionne? Et leur solution, c'était grosso modo utiliser un processeur plus puissant, quoi. Et donc, j'ai acheté un processeur plus puissant, j'ai lu la documentation sur comment programmer, etc. J'ai fait ça, là, ce genre de choses. J'ai perdu, moi, le mien, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait la même chose, donc j'ai pris la photo. Et j'ai commencé à programmer le même genre de logiciel de contrôle, mais sur un processeur plus puissant. Et au bout de 6 mois environ, j'avais quelque chose qui pouvait contrôler ma découpeuse laser et découper des choses dans du bois, du plastique, etc. Et j'ai publié sur Internet le code source. Donc le code source, c'est le programme qui tourne sur la carte à proprement parler, qui dit l'intelligence de la carte. Et j'ai publié aussi une documentation sur Internet de comment brancher tous les trucs ensemble. Et il y a des gens à travers le monde qui se sont mis à faire la même chose parce qu'ils avaient le même besoin que moi. Ils avaient besoin de faire, de contrôler une découpeuse laser avec quelque chose de suffisamment puissant et d'open source. Et comme c'était open source, les gens, ils avaient juste besoin de lire la documentation, acheter les trucs, les brancher ensemble, etc. Et télécharger le logiciel et le mettre sur la carte. Et Et à partir de ça, il y a une communauté qui a commencé à se construire, et il y a des gens qui se sont mis à contribuer à ce logiciel-là, qui sont très très rapidement, en fait, j'ai passé 6 mois, 1 an à être tout seul, à coder, etc. Mais ensuite, très très rapidement, à partir du moment où il y a eu des gens qui se sont mis à utiliser le logiciel, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à contribuer le code. En fait, au début, ils m'envoyaient des mails avec des modifications. Rapidement, on a mis sur GitHub, qui est un site de partage de code source où les gens peuvent contribuer de façon un peu plus pratique. Et très très rapidement, j'étais plus du tout la première personne à contribuer. Il y avait tout le temps des gens qui amélioraient, etc. Un autre truc, quand j'ai lancé ça, je me suis dit, on a un processeur beaucoup plus puissant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autres choses intéressantes avec ce processeur plus puissant que juste contrôler des découpeuses laser en plus des imprimantes 3D, à la place des imprimantes 3D. Et donc, une des premières idées, ça a été déjà essayer de créer quelque chose de suffisamment modulaire pour qu'on puisse à la fois contrôler des imprimantes 3D et des découpeuses laser et des fraiseuses, etc. Avoir toutes ces fonctionnalités-là dans un seul truc. Comme c'était plus puissant, on pouvait le faire alors qu'on ne pouvait pas le faire avant. On a aussi fait tout plein de choses pour que ce soit plus facile à utiliser, pour que ce soit plus facile, tu puisses l'interfacer avec de l'Ethernet et de l'USB, etc. Tout plein de choses qui n'étaient pas possibles avant. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à faire, ouais, d'accord, mais faire ça, le nid d'abeille comme ça, c'est pas super pratique. En plus, quand on fait comme ça sur des breadboards, quand on fait avec tous les câbles et tout, c'est pas super stable en fait. C'est pas super pratique à l'usage. Des fois, ça se déconnecte, etc. Et donc, les gens ont commencé à demander, est-ce qu'on peut avoir une
carte tout en un, en fait, où il y a juste à brancher dans la machine et ça fonctionne, quoi, où il n'y a pas besoin de faire ça. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Moi, je n'y connaissais rien en électronique, mais je me suis renseigné, etc. J'étais pas assez bon pour faire le PCB, la carte en elle-même, mais par contre, je m'en sortais assez bien pour... j'ai décrit, donc j'ai fait page après page après page de qu'est-ce que ça doit faire, comment ça doit le faire. J'ai fait du texte, j'ai fait des schémas, des dessins, etc. Et j'ai donné ça à la communauté, et dans la communauté, il y avait plein de gens qui étaient bien meilleurs que moi, et qui ont pris cette liste de choses à faire, et qui ont transformé ça en une vraie carte, que j'ai oublié, qui est au fond de la salle, mais que je montrerai tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, qu'on va voir après, voilà, elles sont là. Et on a fait cette carte, on en a fait un prototype qui fonctionnait, c'était chouette, avec quelques problèmes, mais bon, c'est un prototype. On a fait une deuxième version après, qui là, il n'y avait plus de problème. Et l'idée, c'était, il fallait avoir suffisamment d'argent pour en produire, en fait, parce que ça coûte quand même de l'argent de lancer une production de cartes électroniques, etc. Et on a fait un Kickstarter. Un Kickstarter, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo, on dit aux gens, on a un projet, donnez-nous des sous, et plus tard, on vous donnera une carte en échange si on s'en sort. Des fois, il y a des Kickstarter qui se cassent la figure, et les gens ont donné des sous, ils n'ont rien au final. Mais c'est voilà, donnez-nous des sous, on va faire de notre mieux pour continuer à développer, on va produire, et après, on vous donnera une carte. Donc, on a fait un Kickstarter, on a demandé 20 000 $, on a eu 110 000 $ au final. À l'époque, on pouvait faire les Kickstarter qu'aux États-Unis, on est passé par un copain qui était aux États-Unis. Et on a produit 1300 cartes, je crois, avec il y a 650 personnes qui devaient recevoir une carte, mais on a produit 1300 cartes pour ensuite avoir du stock pour pouvoir en vendre, etc. Donc ça s'est super bien passé, on a produit des cartes et on a monté une boîte qui s'appelle Robocide pour commercialiser ces cartes avec un petit site internet où les gens peuvent commander, etc. On a aussi écrit toute une très gros boulot de documentation pour que ce soit simple pour les gens à comprendre comment brancher, comment configurer, etc. Parce que ça c'est un truc aussi qui manquait dans les projets précédents, en fait. C'était très ésotérique, il fallait compiler soi-même, il fallait aller dans le code source pour modifier les choses. Si vous aviez une machine qui était grande, il fallait aller dans le code source et changer les paramètres, etc. et recompiler, etc. Là, on a fait beaucoup de travail pour qu'à la fois que ce soit documenté et que ce soit plus facile à utiliser. Vous me dites si je vous ai perdu. Hein. Ok. Depuis donc le Kickstarter, il y a quelques années, on produit des cartes, on les vend et on continue à travailler. Donc moi, je continue à plus ou moins donner des directions au projet et coder de temps en temps, mais c'est principalement des contributeurs qui viennent rajouter des fonctionnalités, des gens qui ont la carte en fait, et qui veulent qu'elle fasse des nouvelles choses, ou qui ont des idées de oh, il faudrait que ça se soit fait plutôt comme ça, etc. Et qui améliorent ça de façon continue. Donc, c'est open source. Qu'est-ce qui est open source? À la fois la carte, les fichiers qui décrivent comment fabriquer la carte sont open source, sont libres, tout le monde peut les prendre, je vais expliquer après. Tout le monde peut les prendre et en faire ce qu'il veut. Le firmware, donc le logiciel qui tourne sur la carte, en lui-même est open source aussi. La documentation est open source, tout est open source. Donc open source c'est quoi? C'est montrer le code source aux gens. Du coup là je vais dire un peu la même chose que toi, mais c'est pas grave. C'est montrer le code source aux gens, donc les gens peuvent lire le code source, mais pas seulement si vous montrez juste le code source aux gens et que vous dites aux gens t'as le droit de voir le code source, mais t'as rien le droit d'en faire, t'as pas le droit de le copier, t'as pas le droit de le modifier. C'est pas open source. Open source c'est aussi avoir le droit de modifier le code source, de se faire des sous avec. Alors c'est juste quand on décrit l'open source, souvent c'est juste une petite mention, le fait que ça doit être autorisé de faire des sous, mais sur le matériel ça a plus d'importance cette histoire de faire des sous en fait. Parce que souvent quand les gens décident de ne pas faire open source quand ils font du matériel, c'est pour cette raison là en fait, c'est parce qu'ils ont peur de pas pouvoir faire de l'argent, etc. Donc open source, il y a le droit de faire des sous et il y a le droit de partager et il y a aussi le devoir de partager, enfin ça dépend des... Oui. À condition de, donc partager sous la même licence. Donc quand vous prenez quelque chose d'open source et que vous le modifiez, il faut le partager sous la même licence.
Ce qui fait qu'il y a une espèce de chaîne comme ça de modification qui est jamais perdue parce que c'est toujours sous la même licence. Et ne pas oublier d'où ça vient aussi. Souvent, il faut mentionner où on l'a quand on le modifie, on doit mentionner où est-ce qu'on a trouvé ce qu'on a modifié. Ça dépend des licences. Et donc, pourquoi on a fait de l'open source? Alors, il y a une partie dans pourquoi on a fait open source qui est naturelle. J'ai eu l'idée de faire ça parce qu'il y avait de l'open source qui existait et qui m'a donné l'idée de faire ça à la base. Mais aussi, il y a des raisons pour lesquelles j'aurais pu, je sais pas, faire tout ça, garder le code secret et tout, et juste vendre mes cartes, etc. Il y a des gens qui font ça, il y a plein de boîtes qui font ça, et au final, ces boîtes-là, elles ont vachement moins de succès qu'on fait, en fait. Il y a quelques années, avant que tout ça existe, elles avaient du succès, mais au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de cartes open source qui font ça, c'est des cartes open source qui commencent à bouffer de plus en plus de marché, pour plein de raisons. Donc pourquoi on a fait open source? Déjà parce qu'on fait ensemble, donc c'est ce dont je parlais, il y a plein de contributions. Pour faire plus ensemble, parce que quand c'est open source, on va avoir tendance à avoir quelque chose de mieux, surtout sur le matériel. Si vous embauchez un ingénieur sur un projet, c'est vachement bien, mais vous êtes limité par ce que cet ingénieur sait, l'expérience qu'il a eue, etc. Si vous avez 50 ingénieurs qui regardent votre carte, s'il y a un problème ou quoi, vous avez vachement plus de chances qu'ils remarquent. Si vous avez vachement plus de chances que les gens aient des idées, vous avez vachement plus... Enfin, c'est top, l'open source. Pour apprendre aussi, le fait que ce soit open source, ça veut dire que les gens peuvent regarder comment ça fonctionne à l'intérieur. Et moi, quand j'ai commencé le projet, même si j'ai pas forcément repris le code source d'autres personnes, j'ai pu aller lire leur code source. J'ai pu aller voir comment ils faisaient et de ça, comprendre comment ça fonctionne, etc. Parce que sur du fermé, on peut pas vraiment faire, on peut pas forcément comprendre comment ça fonctionne la plupart du temps. Il y a même des gens, ils vendent des cartes de contrôle comme ça pour machines de fabrication numérique et ils viennent gratter le nom des puces sur la carte, etc. pour pas qu'on sache qu'est-ce que c'est comme puce qu'il y a dessus, etc. Et pour être libre, donc pour avoir ces libertés dont on parle, dont tu as très bien parlé de toute façon. Donc dans la pratique, en tant que société, donc on a monté une boîte qui vend ces cartes-là, qui fonctionne plutôt bien. On est 2 salariés à l'heure actuelle, on réfléchit à embaucher, on vend des milliers de cartes par an. Donc qu'est-ce que c'est l'avantage pour notre société que ce soit open source, qui est un peu le sujet ce soir? Déjà, on a un super bon produit. Alors, tous les gens qui ont un produit disent ça, mais on a tous les jours des gens qui nous font des mails pour nous dire « Ouah, c'est vachement bien, je savais pas que ça pouvait être aussi bien et que ça pouvait être aussi simple, etc. » En contraste, en fait, avec ce qui existait avant, en fait. Souvent, les gens qui découvrent la fabrication numérique avec nous, ils trouvent ça normal, c'est leur première expérience, mais les gens qui ont eu déjà des expériences, soit avec les solutions fermées, soit avec des solutions ouvertes, mais plus anciennes, sont super contents que ça fonctionne vachement mieux, que c'est plus facile à utiliser, etc. Et ça, c'est grâce à l'open source, c'est grâce au fait qu'on a eu toutes ces contributions que les gens ont amélioré les choses par eux-mêmes, en fait. On a à l'heure actuelle près d'une centaine de contributeurs. Alors quand je dis près d'une centaine de contributeurs, c'est pas tous les jours, il y a 100 personnes qui contribuent. On a eu depuis le début du projet près d'une centaine de contributeurs. Il y a une dizaine ou une vingtaine de contributeurs actifs sur le mois dernier. Il y a 2-3 contributeurs qui qui font que ça toute leur vie en fait. C'est ce qu'ils font, des retraités de Microsoft, des gens qui n'ont pas besoin de bosser en fait. Parce que voilà, c'est très difficile. On en a un qui bosse et qui fait ça la nuit par-dessus, mais il va finir par lâcher. On a des contributeurs qui sont heureux, c'est leur loisir. C'est pas comme si on allait prendre un type qui est sur le marché du travail et qu'il est un peu obligé de faire ça et que ça lui plaît pas forcément comme truc, mais qu'il avait besoin d'avoir un job pour payer son loyer, etc. Les contributeurs, la plupart, font ça sur leur temps libre. Ils ont choisi de faire ça, c'est quelque chose qui leur plaît. Et donc, on a des contributeurs qui sont heureux, ça fait vachement plaisir. On a des milliers de contributions, on a des milliers de testeurs. On a beaucoup de gens Donc en tant que société, ça c'est vachement bien aussi. On a beaucoup de gens qui, quand on fait quelque chose de nouveau dans le produit, on dit bon bah voilà, il y a le truc qui est normal, qui est stable, que vous pouvez utiliser, mais il y a aussi à côté cette nouvelle version test. S'il vous plaît, allez tester ça et dites-moi si ça casse. Et on a beaucoup de gens qui vont tester cette chose-là. Et donc s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes, ils sont trouvés très rapidement, sans qu'on ait forcément nous-mêmes à faire ce travail de test. C'est beaucoup de temps économisé pour la boîte en elle-même aussi.
plus de talent que l'embauche aurait permis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour donner une idée de la quantité de contributions et la taille du projet, il y a des sites internet où on peut mettre son code source et estimer, donc ils calculent une ligne de code, c'est tant de temps de travail, le temps de travail ça coûte tant, et ils estiment que ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais c'est pour donner une idée globale que le code source en lui-même, ça compte pas le matériel, mais vaut 2 millions de dollars. Voilà. C'est juste pour dire c'est des dizaines de milliers de temps humain qui a été mis là-dedans, quoi. Et c'est du temps bénévole en fait. Ah bah tiens. Le support client est principalement fait par la communauté. En tant que boîte, ça c'est vachement bien aussi. Nous, en tant que boîte, si on devait vraiment faire tout le support client nous-mêmes, à l'heure actuelle, on aurait probablement embauché 2 personnes pour faire ça. Mais le support client est principalement fait sur des forums, des mailing lists, des chats sur Internet, etc. Les gens ont le réflexe, quand ils ont un problème, de aller voir la communauté plutôt que d'aller voir le vendeur. Et la communauté, la plupart du temps, trouve la solution. Alors quand la solution, c'est « Ah ouais, à l'usine, ils ont oublié de mettre un composant, c'est notre faute à nous, et là, c'est nous qui nous en occupons. » quoi. Donc on fait ce genre de support client, on réexpédie une carte, etc. aux gens. Mais sinon, si les gens, ils sont là « Oh, bah, je sais pas comment ça marche, comment lui faire contrôler mon laser, etc. » La plupart du temps, ils vont voir la communauté, ils posent la question, et nous, en tant que société, on n'a pas à s'en occuper. La documentation est écrite par la communauté aussi. La documentation, c'est un travail monstre, surtout sur ce projet-là où on a fait vraiment beaucoup d'efforts sur la documentation. C'est vraiment énorme le travail qui est fait par la communauté. Donc ça, c'est encore quelque chose en tant que... Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que, en tant que boîte, si on avait été une boîte dans le domaine du fermé, etc., moi, je voulais lancer un projet de ce genre de taille-là, il fallait que j'aille voir les business angels, machin, etc., et que je leur convainque de me donner 4 millions d'euros pour pouvoir embaucher 10 développeurs, etc. Enfin, moi, je suis pas super bien habillé, ça aurait jamais marché, personne ne m'aurait jamais donné 10 millions d'euros pour faire ça, quoi. Mais comme c'est open source, on a demandé l'avis de personne, on a juste fait la base, donné ça à la communauté naturellement a amélioré le projet. Donc c'est pour ça que je fais un peu la liste de... et au final, coût pour la société, alors pas forcément non plus, mais coût zéro, quoi. On a payé personne. À l'heure actuelle, on commence à essayer de donner des sous aux gens. Maintenant qu'on commence à faire un petit peu de bénéfices, on ne paye pas que nos salaires. On essaye de prendre 500 € et les donner à un développeur pour travailler sur une fonctionnalité en particulier, etc. Surtout des gens qui ont beaucoup contribué au projet déjà. Ça permet, c'est pas forcément, c'est des gens qui auraient probablement contribué cette chose-là quand même, mais ça permet à la fois de leur montrer qu'on apprécie ce qu'ils font, et ça permet aussi de pouvoir dire, si 2 mois plus tard c'est pas fait, on peut leur dire, quand même, je t'ai donné 500 €. Donc, des fois, c'est bien pour pouvoir avoir des choses dont on a envie plus rapidement, quoi. Parce qu'on essaye quand même de donner une direction au projet. La direction du projet, c'est principalement pouvoir tout faire. On veut une carte qui peut tout faire et qui soit simple à utiliser. C'est ça l'idée du projet, grosso modo. C'est fun. Donc c'est vachement chouette de faire ça comme genre de boîte. C'est vachement moins stressant, c'est vachement plus... Enfin, c'est chouette, quoi. On s'amuse bien. Quelques inconvénients. C'est impossible de prévoir quand les choses vont être faites. Quand on se base sur du bénévolat, sur des gens qui sont volontaires, on peut pas dire bon bah écoute Jean-Pierre, pour vendredi je veux avoir mes 50 lignes de code, etc. Les gens, on peut des fois donner des idées aux gens, etc. Mais la plupart du temps, les gens ils font quand ils veulent, quoi. Et la plupart du temps, même les choses arrivent. On reçoit un mail, un tel a contribué ça, et on savait pas qu'ils étaient en train de bosser dessus. On peut pas du tout prévoir. Donc moi je peux pas aller voir si j'avais je sais pas un client ou je sais pas quoi qui voudrait une fonctionnalité en particulier. Je peux pas leur dire ah bah ouais pas de problème, d'ici 15 jours la communauté aura fait ça, quoi. Les gens quand ils me demandent et ça quand ça va arriver, je leur dis toujours je sais pas. On n'a pas de contrôle absolu sur le projet, on essaye de donner des directions générales au projet, mais c'est pas non plus nous en tant que société qui contrôlons dans quelle direction le projet va. Est-ce qu'on doit utiliser C++ ou je sais pas quoi d'autre pour faire tel truc ou tel truc? Ça dépend plutôt de est-ce que quelqu'un veut bien le faire en C++ ou est-ce que quelqu'un veut bien le faire dans l'autre truc, que de est-ce qu'on a décidé que ça allait être dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Au final, comme c'est des gens très intelligents qui font ça et des gens très gentils et qui veulent quand même que ça fonctionne au final, la plupart du temps, en vrai, les décisions qui sont prises sont même meilleures que si c'était moi qui décidais de la direction qui va être prise. La plupart des gens qui contribuent au projet s'y connaissent vachement mieux que moi, etc. Et s'y connaissent vachement mieux que même si on était une boîte plus grosse ou quoi.
Beaucoup de collaborateurs, donc ça c'est un inconvénient aussi quelque part. Il faut que je me souvienne du nom de beaucoup de personnes. Il faut que des fois il y a des gens qui m'écrivent un mail et qui me disent ah ouais j'ai bossé sur ça et ça et je dois aller retourner rechercher dans mes mails quand on a des centaines de contributeurs. Quand on a des centaines de contributeurs, c'est pas toujours facile. Il faut aussi des fois dire non, des fois il y a des gens qui contribuent de la merde. C'est une minorité, hein, mais des fois c'est difficile d'expliquer aux gens que ça on peut pas le mettre parce que ça va tout casser ou qu'on essaye de faire en sorte d'avoir un minimum de qualité du code. Donc ça c'est pas forcément agréable, mais ça fait partie du jeu. Et la plupart du temps les gens le prennent bien. Des fois, enfin il y a sur l'histoire du projet, il y a 3 ou 4 personnes qui se sont fâchées sur ce genre d'histoire. Et c'est à peu près tout comme inconvénient. Au final, on reçoit plein de trucs trop cool, on paye rien, et voilà, enfin je sais pas, je comprends pas pourquoi plus de gens font pas ça, quoi. Il y a pas vraiment de vrai inconvénient. À l'heure actuelle, oh là, j'ai fait ça super vite en fait, non? Bon, bref. À l'heure actuelle, on travaille sur... maintenant que c'est vachement mûr, les histoires de cartes de contrôle, que les machines, ça fonctionne bien, qu'il y a plein de monde à travers le monde, plein de gens à travers le monde, des milliers de machines qui fonctionnent avec ça et que c'est assez mûr, on est en train de réfléchir à travailler plus sur les histoires d'interface de contrôle. Le petit écran, vous savez, vous avez votre imprimante 2D, vous avez un petit écran qui vous permet de choisir quel fichier vous allez faire, etc. Sur votre photocopieuse, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment de façon libre sur les imprimantes 3D et découpeuses laser, etc. On est en train de réfléchir à brancher dans cette direction-là. On est particulièrement bien classé pour le faire parce qu'on connaît très bien la carte contrôleur. Et on est en train de réfléchir aussi à brancher sur toutes les histoires logicielles sur l'ordinateur aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont vachement intéressés par bosser là-dessus et que c'est quelque chose encore sur lequel il manque beaucoup de logiciels. Il y a très peu de logiciels libres qui font ça. La plupart des gens qui utilisent notre carte sur leur ordinateur utilisent encore des logiciels propriétaires pour faire ça parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne option libre. Et donc on est en train de réfléchir à pousser, en partie utiliser l'argent qu'on gagne sur la vente de cartes pour embaucher justement des gens pour travailler là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a très peu de gens qui font des choses. Il y a beaucoup de startups en ce moment qui font des choses, etc. par rapport à ça, par rapport aux logiciels sur les ordinateurs pour contrôler les machines, mais la plupart font des choses fermées. Donc voilà, c'est vers ça qu'on va ensuite. Les Fab Labs, c'est vachement bien. La carte a été prototypée dans le Fab Lab de Brest. S'il n'y avait pas le Fab Lab à Brest, dont notre société fait partie, etc., on n'aurait pas été aussi vite au tout début du projet. À l'époque où je testais la machine, où je faisais l'électronique, etc., j'ai reçu beaucoup d'aide des gens dans les Fab Labs. Les Fab Labs, il y a beaucoup de gens qui font de l'open source dedans. Les Fab Labs, c'est vachement bien, mangez-en. Des autres boîtes et des projets en France qui font ce genre de choses. À Lorient, il y a Mon Club Elec qui fait des fraiseuses numériques. Ils mettent en partie nos cartes dedans d'ailleurs. Donc juste pour donner des exemples d'autres boîtes qui font du libre en France. Donc il y a eux à Lorient, Mon Club Elec, Xavier Hinault qui font ça. Il y a plusieurs petites boîtes qui font des imprimantes 3D open source. Il y a des gens, mais je suis pas sûr que je peux encore en parler, mais qui vont faire de l'open source en laser. Donc voilà, il y a d'autres boîtes en France qui font ça, qui font de l'open source sur du matériel et qui réussissent à en vivre en fait, même que ça marche plutôt bien, à cause de tous les avantages que j'ai cités. Merci. J'ai déjà fini en fait. Pierre, c'était pas trop court? Non, ça... Ok, question. Moi, ma question, c'était juste de savoir effectivement, le financement de votre société, c'est donc uniquement la marge? C'est la marge de la vente des cartes. C'est aussi de temps en temps, on reçoit des sous de sociétés qui ont besoin d'une fonctionnalité. Je passe un petit peu de temps à me remettre ma casquette de programmeur et programmer parce que je connais, comme j'ai démarré le projet, je connais vachement bien le code source. À ce moment-là, on fait payer super cher et voilà. Mais des fois, il y a des boîtes qui ont besoin d'un petit peu de code, mais c'est une minorité de nos revenus. Et à l'heure actuelle, on est en train de commencer à travailler sur quelque chose d'autre, sur lequel on commence à faire pas mal de sous récemment. C'est prendre des machines qui sont fermées, des machines classiques de l'industrie, des découpeuses laser, des imprimantes 3D, des fraiseuses, arracher l'électronique qu'il y a dedans et mettre notre électronique à la place,
pour que ensuite derrière les gens puissent contrôler avec de l'open source, etc. Et que typiquement les gens puissent développer leur propre solution de contrôle pour la machine. Typiquement, je sais pas, il y a un menuisier, il y a un type qui fait des meubles, il a une découpeuse laser pour faire des meubles, mais il aimerait bien que la découpeuse laser fasse quelque chose d'un peu spécial dans la gravure ou je sais pas quoi, et il peut pas le faire avec la carte fermée qui est dedans à l'origine. On lui vend une découpeuse laser dans laquelle on vient enlever l'électronique, mettre notre électronique, et donc forcément quand on vend une découpeuse laser à plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc., on fait plus de bénéfices que quand on vend une carte comme ça à 100 euros. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel récemment, on n'en a pas fait beaucoup, mais on en fait de plus en plus, et quand on en fait, ça fait beaucoup de profit parce que c'est des grosses machines, quoi. Et vous n'avez pas eu une armada d'avocats chinois qui est arrivée quand vous arrachez leur électronique de leur machine et qui... Une fois qu'on achète une machine, on en est propriétaire, on en fait un peu ce qu'on veut. Il y a des cas où, quand on achète une machine, on doit signer une licence qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre le nez dedans. C'est le cas, par exemple, de certaines machines de fabrication numérique qu'on achète ici en Europe, etc. Vous achetez une machine où il n'y a pas le droit de mettre le nez dedans. En fait, vous l'achetez, mais c'est pas vraiment à vous, parce que vous pouvez pas vraiment mettre le nez dedans. C'est un peu comme si il continue un peu à appartenir à... C'était pas le cas de la découpeuse laser en Chine. Les Chinois, ils s'en foutaient, ils étaient contents de vendre une découpeuse laser. Mais ouais, il y a des choses comme ça qui sont imaginables. D'ailleurs, j'ai une machine sur laquelle je dois bosser où il faut que je vérifie ça. Effectivement, ouais. Enfin bon, après, on peut aussi juste ne pas leur dire, mais... J'ai une question. Comment vous fixez le prix de la carte à la revente? En fait, est-ce que vous avez une sorte de code de conduite de l'open source pour fixer un prix en tenant compte du fait que ça a été fait avec beaucoup de contributeurs bénévoles ou Alors, complètement pragmatique, on l'a fixé au prix le plus bas qu'on pouvait se permettre sans complètement couler directement. C'est tout simple. Par derrière, à l'heure actuelle, parce qu'on commence à faire beaucoup de volume, et qu'on a bien mis en place les procédures de test, les procédures de support client, etc., on commence à se faire un petit peu plus d'argent sur les cartes, et la plupart de ces bénéfices-là vont derrière pour payer des contributeurs, en fait. On est une société qui fait de l'argent, etc., mais le but de la société derrière, quand même, à la base, c'était juste de soutenir le projet open source, quoi. C'est principalement ça. Alors, on n'a pas de copie telle quelle de gens qui reprennent le design lui-même et qui le copient. On a eu quelques dérivatifs, c'est-à-dire des gens qui prennent notre code source et qui font une version modifiée, etc. Typiquement, ils font ça parce qu'ils prennent plein de raccourcis pour que ça leur coûte moins cher à fabriquer, que ce soit de moins bonne qualité, etc. Il y a quelques copies chinoises qui commencent à se vendre pas mal, mais nous, le truc qu'on fait, c'est que juste qu'on travaille sur la version 2, quoi, et un de ces quatre, on est en train de travailler sur la version 2, on va sortir la version 2, et les Chinois auront encore 1 an et demi de retard sur nous, le temps qu'ils arrivent à rattraper ça, quoi. Donc le principe par rapport aux Chinois, c'est juste continuer à innover, quoi. Et c'est pas forcément... un truc qui est important, c'est open source, donc oh là là, les Chinois, etc. Le truc, c'est il y a plein d'exemples de boîtes qui font un peu la même chose, qui sont pas du tout open source, qui disent « Ah, moi je veux pas être open source parce que sinon les Chinois vont me copier », et qui sont copiés plus rapidement que nous. Il y a des exemples de bus pour imprimante 3D, des exemples de cartes contrôleurs comme la nôtre, etc. Faut comprendre qu'en Chine, vous prenez une carte de contrôle, vous allez à telle adresse, machin, vous donnez la carte de contrôle, vous revenez 2 jours plus tard, vous payez 500 $, et vous avez tous les fichiers comme si c'était open source, quoi. Ils prennent les rayons X, et il y a quelqu'un derrière qui remodélise, etc. Et ils savent tout comment c'est dedans, et ils vous sortent le logiciel, et et ça coûte rien du tout, quoi. On a le concurrent principal, le dérivatif principal de notre carte qui s'appelle la MKS. Ces types-là, c'est des Chinois. Ils l'ont sorti donc fermé, ce qui est un peu malhonnête vu que c'est un dérivé de quelque chose d'open source. Et normalement, quelque chose d'open source, c'est censé être open source aussi. Mais bon, ils ont fait un dérivatif qui n'est pas open source. Les types l'ont mis en vente. 2 semaines plus tard, il y avait 3 autres vendeurs qui vendaient des copies de leur carte d'encore plus mauvaise qualité que leur carte qui est déjà pas terrible. Parce que juste il y avait de l'argent à se faire et que quelqu'un a juste mis un peu d'argent et produit des cartes et voilà, quoi. Merci.